Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Une nouvelle grève de 5 jours de l'Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) est en cours. De nombreux services privés et publics sont paralysés à travers le pays. La centrale syndicale réclame une harmonisation des primes et des salaires pour tous les travailleurs. Est-ce que cela est possible dans le contexte actuel du pays? Comment cette grève est-elle perçue par les chercheurs? Est-ce que ça aura un impact sur l'économie du pays? Pour en parler aujourd'hui, nous avons invité M. Baber Bassidi Haïdara, enseignant-chercheur, Ali Tunkara, sociologue, et M. Khalid Dambélé, économiste et chercheur au Centre CRAPES. Moi, je suis Mariam Koulibaly et le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui est « Grogne social, quelle solution à la grève de l'UNTM ?» Bienvenue. Le Grand Dialogue. Comment les populations sont-elles touchées par la grève? Écoutons ces réactions recueillies par Studio Tamani à Bamako. Je viens juste à la banque, je voulais faire un retrait. J'ai une sœur qui vient d'être admise à l'hôpital qui est en train de saigner. Il n'y a pas de fonds, nous ici. Donc pratiquement la banque est fermée. Nous demandons à l'UNTM et à l'État vraiment d'essayer de rapprocher et convenir sur une situation convenable. Les gens souffrent beaucoup. Il faut un compromis entre les parties. Sinon, l'UNTM est dans son droit, mais il ne doit pas aussi dépasser les limites. Une semaine de grève aura un impact négatif sur l'économie du pays. Ça ralentit le progrès. Le pays n'a aucunement besoin de ce genre de choses actuellement. L'heure est à la réconciliation. Maintenant, si le nouveau président est investi, on peut faire les réclamations. Moi, je crois qu'il faut surseoir à tout ça d'abord. La dernière intervenante estime qu'il faut surseoir à cette grève. Qu'en pensez-vous, M. Tunkara? Alors, merci de la question. Je pense qu'on va respecter sa réponse, sa perception de cette grève portée à l'UNTM, il faut quand même le rappeler, qui également se trouve avec pas moins de 13 groupements syndicaux, non des moindres dans le contexte malien. Incontestablement, lorsque cette grève est posée comme problème sociétal, elle soulève un certain nombre de lectures. Parmi celles-ci, d'emblée, il faut voir à travers les différents témoignages où certains Maliens penseraient qu'au regard du contexte et de la circonstance qui caractérise le pays, notamment la transition, même si les points soulevés par l'UNTM sont certes légitimes et institutionnels, le moment n'est pas opportun pour soulever ce genre de problématiques. On a aussi d'autres Maliens qui penseraient que, en l'occurrence, les sénégalistes, qu'une grève n'a pas à se soucier de la temporalité. En termes clairs, qu'on soit dans une période transitoire ou qu'on soit dans une phase dite normale, les différents syndicats peuvent à tout moment, effectivement, au nom de la Constitution, soulever ou poser de doléances aux autorités, qu'elles soient transitoires ou autres. On a aussi une autre partie du peuple malien qui pense qu'attention, lorsqu'on regarde un peu les différents points qui sont quand même certes légitimes soulevés par l'UNTM, la question qui pourrait traverser un peu les esprits, ces questions d'harmonisation des salaires, de revoir les conditions générales des collectivités. Est-ce que ces différentes difficultés auxquelles l'UNTM fait l'objet aujourd'hui n'étaient-elles pas présentes avant cette période transitoire? Naturellement, je pense qu'une telle série d'interrogations reste aussi légitime. Mais dans le même temps, pour finir avec cette question, il est quand même important de faire un lien entre ces différents points soulevés par l'UNTM et l'attitude aujourd'hui des acteurs qui sont en charge de l'animation de la vie politique dans le contexte malien. Vous ne pouvez pas demander à une centrale syndicale d'être soucieuse, d'être attentive ou même d'être clémente vis-à-vis de cette période transitoire. Dans le même temps, vous-même, premier responsable du pays, vous n'avez aucunement réduit votre propre train de vie. Je pense que cette incohérence de l'élite politique transitoire, cette non-exemplarité en termes de réduction du terrain de vie, et même de certaines commodités liées à des fonctions variées, variables, expliquerait le pourquoi
d'une telle position radicale de l'UNTEM. Voilà. Alors, M. Khalid, est-ce que vous êtes d'accord avec les raisonnements de M. Tounkara? Oui, il est clair qu'aujourd'hui, il y a un malaise au niveau même de ce qu'on appelle la fonction publique qui ne date pas de la transition. Évidemment, en terminant l'analyse, M. Tounkara parlait d'exemplarité, de responsabilité, de choses qui, tout le temps au Mali, on a reproché bien évidemment à nos autorités publiques en matière de, on va dire, négociation syndicale. Moi, je pense que ce à quoi nous assistons aujourd'hui est tout simplement révélateur d'une situation qui, depuis plusieurs années, n'a pas été, on va dire, réglée à bras-le-corps. Si vous voyez un peu d'il y a 40 ans, 50 ans, on pouvait facilement vivre avec un revenu moyennement limité. 100 000 francs, 150 000 francs, 200 000 francs permettaient effectivement de prendre en charge sa famille et de vivre décemment. Mais d'il y a 50 ans aujourd'hui, les prix de pratiquement toutes les choses ont augmenté. La vie devient de plus en plus effectivement chère, mais aussi et surtout la demande sociale quant à la famille qui s'agrandit devient encore beaucoup plus importante. Donc il est tout à fait normal que un travailleur malien qui effectivement vivait avec un revenu modeste au fur et à mesure demande à ce qu'on puisse justement augmenter sa situation salariale. Moi je pense que c'est légitime et c'est justifié. La question du contexte se pose, oui, mais je pense que ce qui est beaucoup plus à reprocher à nos autorités transitoires, c'est quoi? C'est qu'ils ont manqué vraiment d'anticipation. En économie, on appelle anticipation rationnelle. Ils devraient savoir qu'en venant justement occuper le pouvoir il y a quelques mois, qu'il y avait ces problèmes-là qui sont là et commencer justement à mettre en place des dispositifs pour y remédier. Et il y avait un article 39 qui était en suspense avant qu'il ne vienne. Ils sont venus, ils ont décidé justement d'accorder certains avantages de ces. Ils devraient savoir qu'en accordant ces avantages-là, il y aura encore d'autres velléités dans justement d'autres corporatistes. Donc, partant de cette hypothèse-là, il est clair qu'aujourd'hui, politiquement, donc vous pensez que c'est l'article 39 qui a l'origine? Non, c'est juste un exemple que je donne à travers ça. Mais je veux dire que les recommandations, ce n'est pas une question de concurrence telle qu'au-delà de cela, il y a un véritable malaise qui est là aujourd'hui. C'est que les travailleurs de la fonction publique et même dans le privé pour certaines personnes, ils sont dans une situation de précarité vraiment exécrable, ce qui n'est pas du tout supportable. Ils demandent tout simplement à ce qu'on puisse amener. Et c'est tout à fait justifié. Maintenant, la question c'est est-ce que l'autorité transitoire a eu l'attitude, on va dire, efficace, nécessaire pour justement gérer la situation? Moi, je pense que non. Il est clair qu'on ne peut pas mettre tout cela sur le dos de la transition. C'est une période courte et il faut effectivement des véritables dialogues, des véritables pactes sociaux. Il faut un moratoire pour justement passer cela. Mais je pense qu'ils ont manqué vraiment dans leur attitude d'efficacité, d'anticipation rationnelle. C'est ce qui, justement, nous met dans cette situation aujourd'hui. Monsieur Baber Bassidi Haïdara, vous êtes enseignant-chercheur des Bamakois pense qu'il faudrait suspendre cette grève aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Monsieur Baber. Oui, bonsoir. Bonsoir, allez-y Monsieur Baber. Pensez-vous qu'il faut suspendre cette grève aujourd'hui, comme le pensent beaucoup des Bamakois? Oui, je pense la même chose, parce que pour moi, le contexte n'est pas du tout favorable à cette grève. Bon, mais malheureusement, elle est là, donc que faire? Hein? Voilà, je trouve que vraiment, c'est vraiment dommage que nous soyons là, avec une grève de je ne sais pas combien de jours qui bloque tout le pays, alors que vraiment, comme l'a dit tout de suite un des intervenants, on pouvait anticiper, hein? On peut communiquer, hein? On peut dialoguer et trouver une solution à ce problème. C'est vrai, les revendications de l'INTM sont légitimes. Bon, je ne sais pas trop parce que l'INTM fait des déclarations basées sur certains syndicats et ces syndicats réagissent, donc finalement on est même dans la confusion. Mais s'il s'avère que vraiment les écarts et les inégalités sont là, il faut les réduire et vraiment essayer de mettre les gens à l'aise. Hein? Essayer de mettre les gens à l'aise. Mais vraiment, moi, j'accuse surtout les autorités. J'accuse surtout les autorités de la transition qui n'ont pas su anticiper et ils ont négligé
différentes rencontres jusqu'à la dernière minute. L'INTM se plaint d'un sabotage et je ne sais pas quoi. Bon, en tout cas, vraiment, moi j'accuse surtout les autorités de la transition. Voilà. Parce que ce que l'INTM demande est énorme. Il fallait les appeler, discuter avec eux, leur montrer ce qu'on peut faire maintenant et ce qu'on ne peut pas faire, parce que nous sommes dans une transition. Une transition ne peut pas tout faire. Voilà. Mais ça n'a pas été le cas, donc finalement, on s'est retrouvé dans la grève. Sinon, je suis vraiment convaincu que vraiment cette grève n'est pas la bienvenue chez tout le monde, parce que vraiment le contexte ne s'y adapte pas. Et vraiment, c'est la souffrance qui est là chez les différentes populations. Déjà, vous voyez, au niveau des frontières, tout est bloqué. Et vraiment, on commence à sentir le poids de cette grève. Voilà. Monsieur Ali Tongara, vos co-débatteurs parlent beaucoup d'anticipation. Pensez-vous que si les autorités de la transition avaient anticipé, on allait éviter cette situation? Anticiper, je pense qu'ils ont quand même... elles ont tenté, ces autorités de la transition, demander ce que Kalou a appelé un moratoire. Mais ce qui a cruellement manqué, si vous écoutez avec une attention particulière les différentes déclarations faites ou dont fait l'objet cette centrale syndicale, ce sont des déclarations qui viennent de façon incessante sur le train de vie des autorités en l'occurrence, qui n'a pas été réduit. Dans le même temps, il y a quand même des catégories qui sont aussi très prises au sérieux par la centrale syndicale, les enseignants et l'administration judiciaire. Il est extrêmement important qu'on comprenne une chose aussi, qu'on soit au Mali ou ailleurs, une chose est sûre, améliorer les conditions des travailleurs est une nécessité absolue. M. Damele a mis en évidence à combien, dans le contexte malien, le pouvoir d'achat et les avares de population n'ont pas connu justement, si vous voulez, cette évolution cohérente au même moment. Mais je pense fondamentalement ce qui a manqué de façon tout à fait notoire à ces autorités de la transition, c'est l'inclusivité, j'allais dire, le non-partage, justement, des questions fondamentales de la vie de la nation. Ces autorités de la transition évolueraient de façon isolée, évolueraient en solo sur des sujets qui sont extrêmement importants pour un lendemain meilleur. Si, à titre d'exemple, le président Bandao avait clairement dit aux Maliens, à l'occasion d'une adresse à la nation, qu'il allait revoir son salaire à moitié, on allait applaudir, c'est symbolique. Dans le même temps, si le Premier ministre M. Wan et toute l'équipe gouvernementale avait aussi emprunté le même chemin et demandé en dernière instance aux autres travailleurs de tous les corps confondus de consentir des efforts et d'accepter des privations en termes de revendications, en termes même d'amélioration des conditions socio-économiques des travailleurs. Je pense qu'un tel message, accompagné par l'exemplarité, allait avoir plus d'écho auprès des différentes centrales syndicales. Mais quand on regarde, nous sommes loin d'être contre les autorités qui sont en charge d'animer la vie publique aujourd'hui. Mais quand on regarde le moyen de locomotion, quand on prend point par point, lors de leur première prise de parole, au terme du départ forcé du président Keïta, en toute objectivité, sans procéder par l'établissement d'un possible blanc quelconque, ces autorités de la transition, tous les points auxquels elles ont fait l'objet pour légitimer leur intervention aux côtés du M5, même si le même M5 a été l'orphelin de cette transition, aucun de ces points n'a été satisfait avec clarité. Je pense que, pour faire simple, la non-inclusivité
des démarches et des approches isolées empruntées par les autorités de la transition, un mépris affiché à la fois vis-à-vis de la classe politique, vis-à-vis de la société civile, y compris les syndicats, expliquerait le pourquoi aujourd'hui, effectivement, dans le contexte malien, on aura du mal à convaincre les syndicalistes qu'en dépit de légitimité des points soulevés, de se contenter du peu qu'ils ont. Donc c'est le train de vie des autorités qui fâche aujourd'hui. Qui fâche non seulement, mais dans le même temps, on a quand même vu, en plein mouvement M5, tous les privilèges dans une sorte d'escalade émotionnelle accordés aux syndicats du primaire, secondaire, l'article 39 dont il a été question ici, et tous ces avantages accordés également à l'administration judiciaire. Ça, c'était quand même, on était aux abois. Le président Keïta, il était vraiment au terme de ses efforts. Vous ne pouvez pas demander dans ce contexte à une centrale syndicale d'être un peu, enfin à la limite, d'être catholique vis-à-vis de cette misère absolue à laquelle le pays fait l'objet. Alors, Monsieur Dambélé, le syndicat, précisément l'UNTM, demande à ce qu'il y ait une harmonisation des salaires et des primes. Est-ce que cela est possible? Oui, les services de l'État évaluent les demandes d'harmonisation de l'UNTM à une somme de 1455 milliards de francs CFA. Chose qui aujourd'hui, effectivement, est un peu conséquente avec un budget qui, 2021, a été voté en décembre passé à hauteur de 2155,161 milliards de francs CFA. Donc on se pose des questions quelque part, est-ce que l'État, effectivement, a les moyens justement de faire face aux demandes d'harmonisation des différents syndicats de l'UNTM. Mais toujours est-il que quand on parle d'anticipation, c'est aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire, l'aîné parlait tout de suite de diminution de train de vie. Il devrait savoir que l'ancien régime, effectivement, dont le départ a été un peu précipité, est intervenu dans un contexte où une partie de la population quand même estimait que les demandes sociales ne sont pas prises en compte d'une part. D'autre part, nous avons en face justement d'un certain nombre d'autorités qui se plaisent dans leurs conditions de vie. Donc, ces autorités qui sont venues, ils devraient effectivement casser justement avec ce genre de pratique-là. Dire qu'il y a de ces mécontentements de gauche à droite des différents travailleurs du Mali, pour les soulager, pour les apaiser, on doit donner l'exemple. Donc, essayons justement de reculer un peu, de réduire un peu notre propre train de vie pour donner un message. Premier élément. Deuxième élément, aujourd'hui, il est clair que si l'État doit, avec un budget de 2155, ajouter encore un surplus de 1455, dans l'immédiateté, ça paraît économiquement très difficile, pour ne pas dire impossible. Mais dans 2 ans, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas impossible autant pour moi. En la matière, tout est une question de gouvernance économique. Le problème au Mali, c'est que vous avez une sorte de clan toujours au pouvoir qui veulent se partager la plus grosse part du gâteau, c'est-à-dire la recherche nationale. Or, la création de cette recherche nationale-là, c'est tout le monde qui y participe, les fonctionnaires, les vendeuses de bananes, ceux qui marchent avec les tarataka. Tout le monde participe. Donc, il faut un partage équitable. Il faut un système de redistribution, on va dire, égalitaire en la matière, qui vient pas de bas en haut, mais de haut en bas. Il faut que l'autorité puisse donner l'exemple en la matière. Troisième élément aujourd'hui qui nous permet de dire que sur le fond, ça paraît très difficile pour l'État de faire face, c'est quoi? C'est que nous avons quitté une année, pas encore d'ailleurs, de coronavirus, de crise sanitaire, qui est une crise, on va dire, planétaire, où 2020 a été soldée par une récession, où les perspectives économiques de 2021 restent à désirer. On va dire, ralentissement de l'activité à travers ces grèves-là, parce qu'imaginez 13 syndicats dans la même organisation, vous avez la douane, vous avez l'impôt, vous avez le trésor, vous avez la banque, vous avez l'assurance, mais aussi et surtout, quand on regarde tout ça, on se dit, mais d'où est-ce que l'État va tirer les ressources, les recettes pendant les 5 jours de grève? Après, ils disent qu'ils vont reconduire encore 5 jours, après ils vont partir en illimité. Si ça doit continuer comme ça, ce sont des pertes énormes qui, justement, seront consenties en
matière de recettes. Or, dans la loi de finances, il n'y a pas de gymnastique, on va dire diabolique. Ce sont les recettes qui doivent financer les dépenses. Si vous ne prélevez pas les recettes, les dépenses vont baisser. Quand les dépenses baissent, les crispations ne feront qu'augmenter. Juste pour la petite histoire, il nous revient des services d'assiette, c'est-à-dire l'impôt et la douane, ceux qui prélèvent la plus grosse part de nos recettes, que chaque jour, c'est une perte entre 5 milliards et 10 milliards de francs CFA. Chaque jour qu'ils ne travaillent pas, c'est ce que le Trésor perd en matière de rentrée. Imaginez, 5 jours, on multiplie 5 fois 5, ça fait 25. Au cas où c'est 10 milliards, le cas le plus extrême, nous sommes à 50 milliards de pertes sur les 5 jours. Peut-être qu'après, quand ils vont commencer à travailler, ils pourront le rattraper. Mais ces pertes-là engendrent, on va dire, un ralentissement dans l'activité économique. Pour revenir au niveau des banques, vous allez remarquer que le rôle des banques est très très central dans l'activité économique, dans la dynamique même de l'activité économique, parce que les acteurs bancaires sont ceux-là qui jouent ce qu'on appelle le rôle d'intermédiation financière entre ceux qui ont besoin de financement et ceux qui ont un excédent de financement. Quand la banque ne travaille pas, les gens n'ont pas leur argent pour faire financer leurs dépenses. Et l'économie est un circuit, les dépenses des uns sont les revenus des autres. Quand on ne dépense pas, on ne gagne pas d'argent, il n'y a pas de revenus. Quand il n'y a pas de revenus, les crispations ne feront que justement augmenter. Monsieur Damele, on va revenir aux conséquences et à l'impact économique. En fait, bien avant l'impact, je voulais dire que rien qu'avec ces pertes-là, rien qu'avec ces situations économiques difficiles, il sera très difficile pour l'État de faire face justement aux demandes faites par l'UNTM dans l'immédiat. Mais moi, je me dis dans 2 ans, dans 3 ans, avec un système de bonne gouvernance économique, pourquoi pas? Monsieur Baber Bassidi Haïdara, vous qui êtes enseignant-chargeur, l'harmonisation des salaires, est-ce que c'est possible et sur quelle base? Bon, une harmonisation de salaire, cette partie, cette transition, est-ce que cette transition a les moyens d'harmoniser les salaires? Pour l'interrogation. Je pense qu'une harmonisation des salaires serait difficile pour cette transition. Voilà. Maintenant, ce que moi je dis bon, que cette transition, c'est un peu dispersé. Ils sont partis sur tous les terrains, alors qu'il fallait se concentrer peut-être sur l'organisation des salaires, des élections. Mais malheureusement, ils se sont dispersés et ils ont beaucoup de priorités en face maintenant. Maintenant, en ce qui concerne l'harmonisation des salaires, c'est sûr, les fonctions ne sont pas les mêmes, les salaires ne pourront pas être les mêmes, ça c'est sûr. Mais ce qui est dangereux, c'est le grand écart qui se trouve entre les salaires des gens qui détiennent qui ont le même niveau, les mêmes diplômes. Voilà, je le dis. Hein? Quelqu'un a Bac plus 4, il a 200 000 francs, l'autre a Bac plus 4 à 1 million et quelques avec des primes. Donc là, vraiment, l'écart est grand et ça peut créer des problèmes dans la société. Donc il faut essayer de réduire les écarts. Alors, je ne pense pas que cette transition soit dans des dispositions pour réduire ces écarts ou même harmoniser les salaires. Voilà. Peut-être qu'il fallait attendre le nouveau président, le nouveau régime pour essayer de négocier avec lui une harmonisation des salaires ou autre chose. Mais ça serait quand même difficile. Voilà, c'est ce que moi je pense. La transition en satisfaisant les revendications de certains syndicats ne va-t-elle pas créer d'autres manifestations? C'est la question de notre internaute, M. Adama Ongoiba, qu'on salue au passage. M. Tunkara, la question vous est adressée. Sa question, oui et non, tout va dépendre, oui. Imaginons si on arrivait, rappelons quand même que si les différents points déjà soulevés par l'INTEM sont satisfaits, beaucoup de catégories vont se retrouver déjà dans cette satisfaction. Non, parce que Dr Haïdara l'évoquait tantôt, il faut quand même être aussi lucide, sans succomber à l'émotion. Je comprends aisément que les écarts sont importants entre les mêmes catégories en termes de qualifications académiques, en termes même, si vous voulez, d'activité professionnelle. Mais il y a quand même des métiers qu'on peut les étiqueter
des sensibles, d'autres beaucoup moins. Si vous prenez par exemple le magistrat, donc ça tombe bien, je ne suis pas un magistrat, donc c'est bon. J'ai la ferme conviction, ça va paraître un peu à nos auditeurs et téléspectateurs un peu étrange, même l'insécurité a un lien avec la manière dont la justice est distribuée. J'ai la ferme conviction que ces coups d'État répétitifs des années 60 à aujourd'hui ont un lien avec la façon dont la justice est distribuée. Donc c'est pour vous dire que qu'on paye un magistrat 5 millions, moi, Ali Tunkara, en tant que citoyen malien, ça ne me dit rien. Mais sauf que, effectivement, les attentes qu'a le peuple malien vis-à-vis de cette distribution de la justice sont loin d'être comblées. J'entends les différents magistrats qui sortent ça et là, qui intimident même les gens. Il faut qu'ils comprennent d'ores et déjà qu'attention, la fonction elle est très sensible quand on distribue quand même la justice. C'est une fonction à la limite même divine. Mais incontestablement dans le contexte malien également, du président Moussa Traoré à aujourd'hui, si tous les Maliens s'accordent sur une chose, c'est le fait que la justice elle est sérieusement mal distribuée. Maintenant, ce n'est pas le simple citoyen qui le dit. Le président Alpha Oumar Koné l'a dit, le président Ibeka l'a répété. Je suis persuadé que, si vous avez bien suivi, la première allocution donnée par le président Bandaou, il a mis un accent particulier sur, en tout cas, la lutte qu'il entend mener contre ces pratiques corruptives. Donc, c'est pour vous dire que le système judiciaire malien, en dépit de tous les efforts qui ont été consentis, quand même, ces dernières décennies, il reste quand même un système très défaillant. Je crois que les magistrats, s'ils sont lucides avec eux-mêmes, ils doivent l'admettre. Donc, je pense que vouloir dire que le salaire des magistrats serait trop, c'est de méconnaître la sensibilité de leurs fonctions. Maintenant, c'est au peuple malien d'être extrêmement exigeant, de demander la redevabilité à la magistrature, de demander à ce que les différentes justices qui sont distribuées soient comprises par les citoyens lambda. Maintenant, harmoniser où? Est-ce que si l'on arrivait à satisfaire ces différentes recommandations, enfin, revendications aujourd'hui soumises, d'autres corporations ne vont-elles pas aussi s'agiter à leur tour? Rappelons quand même que les grèves sont certes dans une démocratie même le moteur de changement. Mais je pense que toutes les grèves chaque grève doit tenir compte de deux éléments fondamentaux. Le contexte et la circonstance. Ça a été rappelé par Dambélé et Haïdara, à combien, dans une période de transition, les contraintes sont quand même évidentes. Malheureusement, ces contraintes ne peuvent pas être dites par l'élite politique parce qu'elle n'a pas été exemplaire en termes de ce qu'on pourrait véhiculer comme message. Mais il est aussi quand même de la responsabilité de cette centrale syndicale de se dire attention, les chiffres qui viennent d'être communiqués par Dambélé prouvent à suffisance à combien cette paralysie même de l'activité économique ou des activités va même aggraver davantage les souffrances auxquelles les Maliens font l'objet. Donc je pense qu'il est extrêmement important, à un moment donné aussi de l'histoire, d'accepter une somme de sacrifices et de privations, non pas parce que l'élite politique n'est pas exemplaire, mais on le fait au nom de la nation, on le fait justement au nom de la progéniture. Ce qui est sûr aujourd'hui, si une telle grève venait à se prolonger dans la durée, je crains fort que de nouveaux soulèvements remettent même en cause d'abord cette centrale, par ricochet, provoquer une nouvelle transition. Donc je pense que quand on a suivi avec une attention particulière les soulèvements qui ont précédé le départ forcé du président Keïta, on a quand même constaté une légèreté quant aux réponses qui ont été proposées aux différentes revendications du M5 et d'autres acteurs de la vie publique. Donc je pense qu'il est la responsabilité aujourd'hui de ce pouvoir transitoire de prendre ce point avec rigueur, avec sérieux. Or, les différentes déclarations de la part de l'équipe gouvernementale sont des déclarations va-t-en-guerre qui n'aident pas aucunement à apaiser. Sont des déclarations qui nous font croire que seule une minorité a le droit de tous les privilèges, que l'écrasante majorité doit non seulement rester silencieuse,
Mais dans le même temps, elle doit se contenter du minimum. Je pense qu'une telle lecture est non seulement falsifiée, mais dans le même temps, elle est source de nouvelles dynamiques conflictuelles qui pourraient même amener, si l'équipe gouvernementale ne serait pas attentive aux doléances, assister à ses propres funérailles. Ce n'est pas un souhait, c'est un fait. Voilà. Vous suivez l'émission de débat de Studio Tamani. Le thème d'aujourd'hui, c'est grogne social. Quelle solution à la grève de l'INTM? Alors, Monsieur Dambélé, pensez-vous que les syndicats en demandent trop ou bien c'est l'État qui ne rassure pas? Non, en fait, il faut se mettre dans le cadre de référence, de réflexion des syndicats pour justement comprendre que la lutte syndicale s'inscrit dans une dynamique d'intérêt corporatiste. Très généralement, quand on lutte dans ces perspectives-là, on le fait d'abord pour sa corporation, pour justement sa fonction. Les gens qui travaillent là-bas, on se dit qu'est-ce qu'on a eu à gagner. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi il y a autant de divisions entre les différents syndicats, parce qu'il y en a qui ont bénéficié de certains privilèges, d'autres non. Chacun y voit son propre intérêt. Donc, depuis le cadre de référence des différents syndicats, il est clair que c'est justifié, c'est légitime, c'est légal, et ils n'ont pas, à leurs yeux, à se soucier justement de est-ce que l'État a les moyens ou pas. À partir du moment où l'État fait un privilège justement pour un corps spécifique, d'autres corps se disent que pourquoi pas nous, et ils réfléchissent comme ça. Maintenant, effectivement, donc, au détriment de la situation du pays ou bien... La situation du pays, vous avez un grand sociologue, Dr Tungara, qui l'analyse très bien. Dans un État, chacun a sa fonction. Il n'appartient pas dans un syndicat, il n'appartient pas à un syndicat dans sa lutte, très généralement, de prendre en compte ces aspects-là. C'est nous qui pouvons les interpeller, leur faire voir ces côtés-là pour dire non, faites extrêmement attention. Nous autres qui sont là, qui voient un peu la situation, il y a un malaise qui est là, il faut faire extrêmement attention pour ne pas en rajouter. C'est clair, quand on regarde la situation du pays d'aujourd'hui, notre pays traverse une polycrise, multiforme, multidimensionnelle, tout ce que vous voulez, qui fait que des grèves incessantes ne pourront qu'aggraver la situation. Donc, évidemment, appeler les regroupements syndicaux à surseoir un peu à leur velléité revendicatrice ne peut qu'être quelque chose de bienvenu. C'est d'ailleurs pourquoi vous avez des missions de bon office qui, depuis un moment donné, à travers même des organisations internationales, tente justement de calmer un peu le jeu. Sauf que, encore une fois, je l'ai dit, encore je le répète, faire de la politique, c'est prévoir. C'est-à-dire, on ne peut pas se parachuter comme ça dans la gestion du pays et ne pas être capable de prendre en compte certains enjeux. Évidemment, c'est ce qui a manqué à ces 9 mois de gouvernance de la transition. Nous espérons que, avec le remaniement qui est en vue, ça sera beaucoup plus inclusif, comme ça a été rappelé par Dr Tungara, mais aussi et surtout que les vrais problèmes vont être gérés de façon beaucoup plus efficace. Parce qu'on a beau dire que non, le pays traverse une situation mauvaise, il faut prendre en compte la situation sécuritaire, sanitaire. Un regroupement syndical lutte pour les intérêts corporatistes. Il est important de le rappeler. On peut les critiquer comme on le souhaite, mais leur fonctionnement, c'est comme ça. Et à un moment donné, c'est l'autorité en face qui doit faire preuve de tact, qui doit faire preuve de recul, mais aussi, surtout, on va dire de retenue. On ne gère pas un pays comme on gère sa propre famille. On s'énerve. Tu peux tenir compte ton enfant de 16 ans, de 17 ans, mais dans un pays, quand on gère, on doit avoir, on va dire, le sens du recul, le sens de la patience surtout, mais aussi l'intelligence de la situation. C'est-à-dire, la politique, c'est pas de 1 + 1 = 2. Alors, docteur Aïdara, faire preuve de tact, comme le dit M. Khalid Dambélé, pensez-vous qu'au niveau politique, cette grève aura des conséquences sur le pays? Bon, au niveau politique, bien sûr, parce que, en fait, déjà, nous voyons que il y a des déclarations à gauche et à droite, et des déclarations qui vont dans tous les sens. Ces déclarations nous font peur. Ces politiques qui sont là, ils sont là pour le peuple. Et toutes les préoccupations du peuple les intéressent. Maintenant, quand il y a une grève de ce genre, ça peut carrément chambouler tout. Ça peut tout chambouler. Mais seulement, ce que moi j'ai dit que
les revendications, les doléances de l'UNTM, même des autres syndicats sont légitimes, mais seulement le moment n'est pas bien choisi, ça c'est un. Deux, l'État doit faire une politique de rémunération des différents salariés de la fonction publique. Parce que vraiment, nous sommes en train de vivre les conséquences du manque de transparence dans la gestion de la chose publique, quoi. Parce que vraiment, vous voyez avec les déclarations de l'INTM, les déclarations des clés, les déclarations des juges, bon, finalement, qui croire dans tout ça? Voilà, donc tout ça, ça vient du manque de transparence. Il faut mettre de la transparence dans la gestion des salaires, dans la gestion des primes. Le citoyen est en droit de savoir ce qu'un juge gagne, ce qu'un ministre gagne, ce que les autres gagnent. Voilà. Monsieur, oui, allez-y. Malheureusement, oui. Allez-y. Oui, mais malheureusement, nous disons tout le temps que nous sommes en démocratie, mais une démocratie qui est guidée par l'opacité totale dans la gestion de l'affaire publique. Donc, c'est ce qui crée ces problèmes-là. Maintenant, moi, je pense aussi que vraiment des concertations doivent être faites pour gérer cette histoire de salaire et de primes. Parce que chaque fois qu'il y a des syndicats qui se lèvent pour réclamer, on dirait que les gens sont en train de se regarder, les syndicats sont en train de se regarder, et au bout du bout, ça va créer le désordre partout, c'est ce qu'on est en train de vivre d'ailleurs. Donc vraiment, il faut une politique, mettre tout à plat, bon, et puis partir sur des nouvelles bases de rémunération de tout le monde, et puis, voilà, réduire les inégalités. Bon, voilà, ça peut aller, mais je ne crois pas que cette transition soit dans les discussions pour faire ce travail. Donc, ce qu'il faut mettre en avant, c'est le patriotisme, vraiment d'essayer de mettre fin à cette grève et pour mettre à l'aise les différentes populations et vraiment attendre les nouvelles autorités pour essayer pour essayer de débattre de tout ça, quoi. Voilà. Monsieur Ali Tongara, comment est-ce que la population perçoit cette grève-là? Alors la population, elle est en train de se poser une grande question. Bon, une partie du peuple, qui ne vaut même pas 60 000 personnes, crie au scandale. Maintenant, prenez les 19 et quelques millions de Maliens, non fonctionnaires d'ailleurs, non aussi partisans de ces différentes centrales syndicales. Qu'allons-nous dire à ces Maliens qui n'ont pas accès à l'eau, à l'éducation, qui n'ont pas accès à ce qu'on pourrait qualifier de fondamentaux de la vie? Vous voyez que c'est extrêmement important dans le contexte malien de s'attarder sur la façon dont les avoirs de l'État sont distribués. Donc l'impact n'est visible que sur une partie de la population, une infime partie de la population. Sauf que cette infime partie de la population, elle a muselé l'écrasante majorité qui vivrait à la fois dans les périphéries des centres urbains et dans le Mali profond. Imaginez tous ces agriculteurs, tous ces éleveurs, tous ces Maliens qui se battent dans la diaspora, si moins de 60 000 seulement des Maliens arrivent à mettre le pays en difficulté. Donc pour vous dire que, incontestablement, si malaise y est, ce malaise a pour nom, dans le contexte malien, effectivement, les services sociaux de base manqueraient de façon tout à fait notoire à un nombre important de populations. Imaginez-vous en un instant T que tous ces Maliens qui n'ont pas accès à l'école, et tous ces Maliens qui vivent dans l'insécurité, et tous ces Maliens qui vivent dans ces coupures intempestives d'électricité, se mettent en grève pour 5 minutes seulement, les 19 millions et quelques de Maliens. Donc c'est pour vous dire qu'au-delà de ce numérique marginal, en toute objectivité, ce rapport condescendant, ce rapport méprisant qu'on a vis-à-vis du monde rural, ce rapport même à la limite même insultant qu'on a vis-à-vis de tous ces commerçants, de tous ces artisans,
mériterait aujourd'hui d'être revu et d'être sérieusement humanisé, pour reprendre un peu un terme marxiste. Pour faire simple, pour que les auditeurs ne nous prennent pas pour des philosophes, les Maliens, dans leur écrasante majorité, effectivement, peinent à sentir l'utilité de l'État. Vous demandez aux Maliens de Cailles profonds, de Kidal, de Tombouctou, de Gao profond, il pourra vous demander, madame, monsieur, au bout du compte, l'État il sert à quoi? Vous parlez de la grève à Bamako, il y a quoi là-bas? Parce qu'ils ne savent même pas qu'il y a une grève ici. Parce qu'effectivement, ce sont des oubliés de la République. Donc, je pense que c'est là aussi que cette centrale syndicale doit clairement s'interroger. Quand même, ce sont des responsables aussi qui sont au cœur du système, au cœur de l'appareil d'État, quand on parle des impôts, de toutes ces, des douanes, de tous ces services de douane, trésor. En partie également, ces souffrances auxquelles ces syndicats dénoncent aujourd'hui, ils en sont responsables quand même en toute objectivité. Parce que, alors, Monsieur Damélé, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver une solution à toutes ces grogne sociales? Non, je pense qu'on ne va pas refaire les choses. Le Mali a toujours été un pays où on a proclamé le dialogue. Il y a eu une conférence d'entente nationale. Après, je pense qu'il y a eu un dialogue national. Voilà, c'est ce qu'un de nos internautes inclusif. Après, récemment, il y a eu des concertations nationales à la suite de la mise en place des organes de transition. Quand vous prenez par exemple le déni, il y a des propositions qui avaient été faites. Il faut ce qu'on appelle l'impact social, il faut un moratoire. De mon point de vue aujourd'hui, je pense que la transition doit vraiment s'interroger sur son objectif. Les priorités du moment, c'est quoi pour eux? Moi, je pense que convaincre les syndicats de partir vers un pacte social et un moratoire durant cette période transitoire est la meilleure solution justement pour nous de sortir de cette situation-là. La politique, c'est vraiment un peu de finesse, quoi. Il faut tout simplement avoir un peu d'intelligence de la situation et ça aurait pu nous éviter ce dont nous assistons aujourd'hui. Il n'est pas encore trop tard. Il suffit tout simplement que les autorités, les maîtres actuels de la capitale malienne sachent que ce pays-là, l'enjeu dépasse la seule personne d'un président de transition ou d'un premier ministre. Comme ça a été rappelé par Dr Tongara, nous sommes quand même à peu près 19 millions, à peu près 20 statistiques Banque mondiale. Une minorité au pouvoir ne peut pas justement hypothéquer l'avenir de toute la nation, ce n'est pas possible. Le Mali, c'est un ensemble d'enjeux, c'est un ensemble de priorités. À un moment donné, il faut mettre à côté, il faut mettre dans le sac, on va dire, un peu d'orgueil, un peu d'arrogance pour justement faire en sorte que les choses marchent. D'accord. Docteur Aïdara, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de trouver un compromis entre tous ces acteurs-là? Non, moi je pense qu'un compromis est toujours possible. Il faut seulement se parler. Monsieur Aïdara, oui. Docteur Aïdara, pensez-vous qu'il est possible aujourd'hui de trouver un compromis? Oui. Comment? J'ai pas bien entendu. Comment? J'ai pas bien entendu là. Est-ce que c'est possible de trouver un compromis entre les acteurs, entre les syndicalistes et le gouvernement? Oui, c'est bien possible. C'est bien possible. C'est-à-dire que tout ça, tout ce problème peut se résoudre avec le dialogue. Il faut que les gens puissent s'asseoir et se dialoguer, vraiment mettre le Mali au-dessus de tout ça, comme les autres ont eu à le dire. Voilà. Mettre vraiment le Mali au-dessus de tout et puis voir que vraiment la situation est vraiment. Oui, le pays est dans une situation vraiment très, très, très grave. Donc, faire des concessions est vraiment tapé à nous, quoi. Parce que rien ne va se résoudre sans le dialogue. Il faut le dialogue, obligatoirement. Merci, M. Aïdara. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi, que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Nos invités étaient M. Ali Tonkara, sociologue, M. Khalid Damélé, qui est économiste. Nous avons le docteur Aïdara, qui est enseignant-chercheur. Le débat a été coordonné par Mohamedou Touré. À la régie, il y avait Salim Douara et Seydou Ndao. Merci d'avoir suivi l'émission et à demain. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.